Le ciel de Paris était d'un gris lourd, presque métallique, et semblait s'abattre sur les épaules de Victor Mercier comme un manteau de plomb. 53 ans, costume impeccablement taillé, cravate soigneusement nouée, allure droite mais cœur un peu voûté par la solitude, voilà ce qu'il était devenu. Il avançait sur la rue de Rivoli avec la précision d'un métronome, les pas alignés au rythme régulier de sa montre suisse. Tout en lui respirait le contrôle, l'habitude, l'ordre d'une vie réglée comme une partition. À un angle, près d'un feu rouge clignotant, une silhouette discrète capta brièvement son attention sans vraiment la retenir, un enfant, frêle, les genoux repliés sur un carton écrasé. 12 ans, peut-être moins. Il n'y avait ni pancarte appelant à la charité, ni gobelet tendu avec insistance. Rien qu'un regard, ce regard trop adulte pour son jeune âge, planté dans l'hiver comme un arbre sans feuilles. Ses vêtements étaient minces, usés, et le froid les traversait comme une lame. Victor ralentit presque imperceptiblement. Un réflexe, devenu automatique au fil du temps. Sa main glissa dans la poche intérieure de son manteau, en sortit une pièce de 2 € qu'il laissa tomber près du garçon, sans un mot, sans s'arrêter. Comme on jette distraitement des miettes aux pigeons. « Merci, monsieur. Mais, vous savez, ce n'est pas vraiment l'argent qui me manque le plus. » La voix était claire, calme, sans trace de mendicité ni tonalité plaintive. Victor s'immobilisa, dérouté. Ce n'était pas la réponse attendue. Il se retourna lentement, intrigué. « Ah bon? Et qu'est-ce qui te manque le plus, alors ?» L'enfant redressa un peu la tête, frottant ses mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. « Que quelqu'un me regarde. Vraiment. Pas comme un problème ou une tâche à éviter. Juste comme une personne. » Il n'y avait ni révolte, ni reproche dans sa voix. Seulement une vérité nue, posée là, comme une pierre sur le cœur de Victor. Quelque chose chancela en lui. Ce n'était pas de l'émotion, non. Il s'était blindé contre ça depuis longtemps. Mais plutôt un léger vertige, comme si le sol sous ses pieds s'était dérobé d'1 centimètre. « Tu t'appelles comment » demanda-t-il, surpris lui-même par cette impulsion. « Théo. Et vous » ? « Victor. » Un silence s'installa. Pas pesant, ni gênant. Un silence simplement là, comme une présence invisible mais bien réelle. Un troisième personnage entre eux. « Tu n'es pas à l'école ? » ? « J'y vais encore quand je peux. Mais c'est compliqué depuis que maman est malade. » Victor consulta machinalement sa montre. Il lui restait 13 minutes avant de présider une réunion cruciale avec ses actionnaires. 13 minutes pour décider s'il allait faire ce que tout en lui dictait, hocher la tête avec compassion et poursuivre sa route, ou bien écouter cette part de lui qu'il croyait morte, qui lui murmurait de s'arrêter. « Tu as mangé ce matin ?» Théo secoua la tête sans rien dire. « Viens. » Ce n'était pas un ordre. Ni vraiment une invitation. Plutôt quelque chose entre les deux, comme une main tendue sans savoir pourquoi. Théo hésita une fraction de seconde, puis attrapa un petit sac en toile élimé posé à ses pieds, et se leva. Ils marchèrent côte à côte vers un café tout proche. Dès qu'ils poussèrent la porte, la chaleur les enveloppa comme une caresse oubliée. Le serveur lança un regard suspicieux à Théo, mais l'allure élégante de Victor coupa court à toute remarque. Ils s'assirent près de la fenêtre. Un chocolat chaud et un croissant pour le jeune homme. Un café serré pour moi, s'il vous plaît, dit Victor. Les mains de Théo s'agrippèrent à la tasse brûlante comme à un trésor. Il la porta à ses lèvres avec une lenteur presque cérémonieuse. Merci, monsieur Victor. Tu vis où, exactement ? Dans un foyer, avec maman. Mais ils ont dit qu'on ne pourrait pas y rester encore longtemps. Victor observa Théo croquer lentement dans son croissant, comme si chaque bouchée était précieuse, comme si elle devait durer. Et ton père ? Parti quand j'avais 5 ans. Maman dit qu'il avait des rêves trop grands pour notre petit appartement. Il n'y avait ni colère ni tristesse dans sa voix. Juste une lucidité désarmante. Victor ressentit, malgré lui, une pointe d'admiration. Et ta mère ? Elle est malade comment ? Cancer. Stade 4, ils ont dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais, je vois bien que les médecins ne sourient plus quand ils parlent avec elle. Victor reconnut ce langage silencieux, cette gravité dans le regard des soignants. Claire, sa femme, était partie ainsi, 8 ans plus tôt. Lentement effacée, jusqu'à ce qu'il ne reste d'elle que quelques souvenirs fanés et des dossiers médicaux. Et l'école ? Tu y vas souvent ? J'essaie.
Ma maîtresse, Madame Leroy, elle est gentille. Elle comprend quand je dois m'absenter. Parfois, elle me donne des cours pendant la récréation pour que je ne prenne pas trop de retard. Victor jeta un coup d'œil à sa montre, 8h56. La réunion allait commencer dans 4 minutes. Il sortit son téléphone, hésita, puis composa un numéro. Sarah, c'est Victor. Reporte la réunion de ce matin. Une urgence personnelle. Non, rien de grave. Disons, à 14 heures. Merci. Théo le regardait avec curiosité. Vous êtes important, non? Vous avez l'air important. Victor esquissa un sourire fatigué. Certaines personnes pensent que je le suis. D'autres diraient que je viens de faire quelque chose de très idiot. C'est à cause de moi que vous avez annulé votre réunion? Disons plutôt que j'ai décidé de vraiment regarder quelqu'un aujourd'hui. Les yeux de Théo s'écarquillèrent, surpris. Puis une ombre passa sur son visage. Je dois retourner voir maman bientôt. Elle s'inquiète si je reste dehors trop longtemps. Elle est au foyer? Non. À l'hôpital Saint-Louis. Elle y est depuis 3 jours. C'est pour ça que je demandais de l'aide dans la rue. Je voulais lui acheter des oranges. Elle adore ça. Mais celles de l'hôpital, elle dit qu'elles ont le goût de carton. Un frisson monta dans la poitrine de Victor. Ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Comme si une porte, qu'il croyait définitivement close, s'entr'ouvrait doucement. Je vais t'accompagner. Si tu veux bien. Théo hésita, les yeux plissés par la surprise. Vous avez le temps? Victor ne savait pas. Il ne savait plus. Peut-être que le temps, aujourd'hui, avait soudain pris un autre sens. Peut-être que ce garçon, avec ses mots simples et sa vérité nue, venait de réveiller quelque chose en lui. Quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. J'ai tout le temps qu'il faut, dit-il enfin. Allons-y. Et dans cette rue de Paris, sous un ciel toujours aussi gris, 2 silhouettes si différentes, l'une en costume, l'autre en haillons, avancèrent côte à côte, comme 2 âmes qui, par un étrange hasard, venaient de se reconnaître. Mort depuis longtemps, aujourd'hui, oui. Sur le chemin de l'hôpital, ils firent une halte dans une petite épicerie fine. Victor y acheta 1 kilo d'oranges siciliennes, éclatantes de couleur, gorgées de jus et embaumant le soleil du sud. Il ajouta à son panier un assortiment de fruits frais et quelques douceurs choisies avec soin. À l'entrée de l'hôpital, Théo ralentit le pas, hésitant. Peut-être que vous devriez me laisser ici. Ma mère pourrait se sentir gênée. Victor s'arrêta, le regarda avec compréhension. Il sortit lentement une carte de visite de son portefeuille, la tendit à Théo. Tiens. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ta mère souhaite me parler, appelle-moi. N'importe quand. Théo prit la carte avec une précaution touchante, comme s'il s'agissait d'un objet fragile, presque sacré. Merci, monsieur Victor. Vraiment. Victor l'observa s'éloigner dans le couloir au mur pâle, son petit sac de fruits serré contre lui comme un trésor. Puis, rassemblant son courage, il se dirigea vers le bureau des admissions. Trouver la chambre de la mère de Théo fut aisé, Sophie Lambert, chambre 367, service d'oncologie. Arrivé devant la porte, Victor s'immobilisa. Un doute le traversa. Que dirait-il à cette femme qu'il n'avait jamais vue? Comment expliquer sa présence, justifier son intrusion? Finalement, il frappa doucement et entra. La chambre était semblable à toutes les chambres d'hôpital, impersonnelle, fonctionnelle, baignée de cette odeur tenace de désinfectant, incapable de masquer tout à fait celle, plus sourde, de la souffrance. Sur le lit reposait une femme encore jeune aux 35 ans, peut-être le visage marqué par la fatigue, mais le regard vif, profondément humain. Théo était assis près d'elle, lui montrant fièrement les oranges. « Maman, c'est monsieur Victor. C'est lui qui m'a aidé aujourd'hui. » Sophie Lambert fixa Victor avec une politesse méfiante. « Bonjour, madame. J'ai rencontré votre fils ce matin. Un garçon remarquable. » Elle esquissa un sourire pâle, fatigué, mais sincère. « Oui. Il l'est. Et vous êtes? » Victor Mercier. Je dirige Mercier Investement. Une lueur de reconnaissance traversa brièvement son regard. La société immobilière. Victor acquiesça.
Elle détourna les yeux, murmura presque pour elle-même. C'est ironique. Notre appartement appartenait à l'une de vos filiales, avant qu'on soit expulsé, l'année dernière. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Victor. Une coïncidence douloureuse, presque trop parfaite pour être fortuite. Il se souvenait vaguement d'un programme de rénovation dans le 19e arrondissement, des immeubles rachetés, des locataires relogés ou indemnisés, des colonnes de chiffres sur des tableaux Excel, des courbes de rendement. Pas des visages. Jamais des visages. Je suis désolé. Je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Comment pourriez-vous connaître chaque personne touchée par vos décisions d'affaires? Il n'y avait ni colère ni reproche dans sa voix. Juste une immense lassitude. Une résignation douloureuse. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Mercier? Demanda-t-elle doucement. Victor hésita, cherchant les mots justes. Ce matin, votre fils m'a dit quelque chose. Quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Elle se tourna vers Théo, qui, concentré, pelait une orange avec un soin méticuleux. Et qu'a donc dit mon petit philosophe? Il a dit que ce qui lui manquait le plus, ce n'était pas l'argent. C'était qu'on le regarde vraiment. Qu'on le voit comme une personne, pas comme un problème. Sophie ferma les yeux un instant, comme touchée au cœur. Il a toujours eu cette capacité. Voir à travers les gens. Comme s'il avait déjà vécu plusieurs vies. Victor s'approcha lentement du lit, son regard ancré dans le sien. Madame Lambert? Je ne peux pas revenir en arrière. Mais peut-être que je peux faire quelque chose aujourd'hui. Pour vous. Pour Théo. Elle le fixa longuement, comme pour sonder la sincérité derrière ses mots. Nous ne sommes pas une œuvre de charité, monsieur Mercier. Et je ne veux pas de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié. C'est une dette. Une dette envers vous. Et envers moi-même, peut-être. Théo releva les yeux de son fruit, observant silencieusement l'échange entre les deux adultes, comme s'il en saisissait chaque nuance. Quelle sorte d'aide, exactement? Demanda Sophie, toujours méfiante, mais visiblement troublée. D'abord, un meilleur traitement médical. J'ai quelques contacts dans le milieu hospitalier. Ensuite, un logement décent. Un endroit sûr, pour vous et Théo. Le temps que vous puissiez vous rétablir. Et si je ne me rétablis pas? La question tomba comme une pierre dans une eau calme. Victor sentit une douleur sourde traverser sa poitrine. Il connaissait cette question. Il se l'était posée lui aussi, autrefois, quand Claire était malade. Alors Théo ne sera jamais seul. Je vous le promets. Un silence lourd s'installa. Sophie le scrutait, toujours à la recherche de la faille, de la contrepartie cachée. Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne nous connaissez même pas. Victor détourna un instant les yeux, regardant par la fenêtre. Au loin, malgré le ciel gris, on distinguait la silhouette floue de la tour Eiffel. Ma femme est morte d'un cancer. Il y a 8 ans. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Et après, j'ai arrêté de regarder les gens. Vraiment regarder. Je me suis enfermé dans le travail, dans les chiffres, dans la course à l'expansion. J'ai bâti des murs avec des contrats et des profits. Il se tourna de nouveau vers Théo, qui l'écoutait attentivement. Ce matin, votre fils a fait une brèche dans ce mur. Avec quelques mots simples. Il m'a rappelé ce que c'est, qu'être humain. Je ne sais pas si je peux réparer tout ce que j'ai détruit. Mais je peux essayer de faire mieux. À partir d'aujourd'hui. Sophie tendit la main vers son fils. Théo se rapprocha d'elle, s'enroulant dans son étreinte. Il a ce don, murmura-t-elle. Il voit la lumière, même dans les coins les plus sombres. Victor hocha la tête. Alors, acceptez-vous mon aide? Elle le contempla un long moment, puis baissa lentement les yeux vers son fils. Théo, son visage appuyé contre elle, tenait encore dans ses mains l'orange à demi pelée, gorgée de soleil et de promesses. Elle soupira, profondément. Oui. Mais pas pour moi. Pour lui. Un frisson passa dans l'air, léger, imperceptible. Quelque chose venait de basculer. Un avenir, fragile mais possible, venait de naître entre les murs d'une chambre d'hôpital. Sophie posa un long regard sur son fils, puis tourna les yeux vers Victor. À une seule condition, dit-elle doucement. Que vous ne fassiez pas cela par culpabilité ou pour soulager votre conscience,
mais parce que vous avez sincèrement envie de nous connaître, Théo et moi. Victor resta silencieux. Il réfléchissait. Elle ne réclamait ni argent, ni promesse, ni garantie. Ce qu'elle demandait était infiniment plus rare et précieux, du temps, de l'attention, une vraie présence. J'accepte, répondit-il enfin, sa voix empreinte d'une gravité nouvelle. Parfait, souffla-t-elle avec un sourire. Alors maintenant, racontez-moi votre histoire. Celle que les dossiers administratifs ne mentionnent jamais. Sophie sourit à un vrai sourire, cette fois, libéré, lumineux. C'est une longue histoire, monsieur Mercier. Victor, s'il vous plaît, la coupa-t-il doucement. Et j'ai tout mon temps. Dehors, la pluie commença à tomber, fine et paisible, sur les toits de Paris. Dans la petite chambre d'hôpital, Théo partageait son orange avec un soin méticuleux. Il l'appelait avec concentration, puis divisait chaque quartier en parts égales, comme on distribue un trésor. Un pour sa mère. Un pour Victor. Un pour lui. Le parfum d'agrumes emplit la pièce, chassant brièvement l'odeur froide de l'antiseptique. C'était une senteur simple, vraie, vivante et dans cette simplicité, Victor retrouva soudain un goût oublié, celui de la vie. 3 ans plus tard, Victor Mercier gravissait lentement les marches d'une estrade. Sous les projecteurs, il venait recevoir le prix de l'entrepreneur socialement responsable de l'année. Sa fondation, Regards Croisés, avait déjà permis à plus de 200 familles en grande difficulté de retrouver un toit digne, un accompagnement médical, et une seconde chance. Dans la salle comble, au premier rang, Théo applaudissait avec enthousiasme. Il avait 15 ans désormais. Son visage s'était allongé, son regard s'était affirmé. À ses côtés, Sophie, souriante, élégante, en rémission depuis 10 mois, partageait ce moment avec fierté. Victor s'avança vers le micro. Il le régla, balaya la salle du regard, puis parla d'une voix calme et sincère. Ce prix, dit-il, n'est pas le mien. Il appartient à un jeune garçon qui, un matin d'hiver, m'a appris la différence entre voir et regarder. Un silence se fit dans la salle. Il appartient à toutes celles et ceux qui, malgré les épreuves, gardent cette capacité merveilleuse de dire la vérité sans détour, et de percevoir l'humain derrière les costumes, les statuts, les apparences. Il marqua une pause. Son regard croisa celui de Théo, droit, intense. Parfois, il suffit de quelques mots, simples mais sincères, pour bouleverser une existence. La mienne a basculé ce jour-là, dans une rue de Paris, quand un enfant m'a rappelé que la véritable richesse ne se mesure pas en euros, mais en regards échangés. En vérité partagée. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les paroles vous ont ouvert les yeux? Pas des discours grandiloquents, non, des mots simples, dits au bon moment. Des mots qui touchent parce qu'ils viennent du cœur. Il reprit, plus bas. Parfois, la sagesse nous vient des endroits les plus inattendus. Un enfant. Un inconnu croisé par hasard. Une personne qu'on aurait pu ignorer. Il se tourna légèrement vers Sophie et Théo. Si cette histoire vous a ému, si elle a réveillé en vous quelque chose, je vous invite à la partager. Non pas pour nous, mais pour ceux qui, comme moi autrefois, ont peut-être besoin d'entendre une vérité simple pour retrouver leur humanité. Il laissa retomber ses bras le long de son corps. Son visage était calme, habité. Car au fond, ajouta-t-il dans un souffle, nous avons tous besoin, au moins une fois dans notre vie, d'être vraiment regardés. Et parfois, cela suffit à tout changer.